Un caméraman français est tué dans un attentat à Alger. C'est le 28e étranger assassiné en Algérie depuis la fin septembre. Le Quai d'Orsay conseille de rentrer aux journalistes actuellement en Algérie. Les marins-pêcheurs protestent contre la faiblesse des cours du poisson. Tous les ports de Boulogne à Hendaye sont appelés à cesser le travail. Violents incidents à Lorient. Déception dans les rangs de la majorité après le plan gouvernemental de relance économique. Hier, le président du groupe UDF évoquait des mesures sympathiques. Aujourd'hui, c'est le numéro 3 du RPR qui affirme que le gouvernement peut mieux faire. À Nice, au procès d'Omar Haddad, l'avocat général a requis une peine de 17 à 20 ans de prison. Verdict demain. Madame, Monsieur, bonsoir. En Algérie, la tension est montée d'1 degré supplémentaire suite à l'attentat dont a été victime un journaliste français, Olivier Kemener, un caméraman indépendant de 34 ans, tué dans la Casbah d'Alger. Un journaliste australien a été blessé dans cet attentat. Les faits avec Olivier Lerner. C'est dans une de ces ruelles sombres de la Casbah, fief islamiste, qu'Olivier Kemener, journaliste, caméraman français de 34 ans, a été assassiné par balle. Il circulait à pied avec à ses côtés un journaliste de nationalité australienne, Scott Alan White, 35 ans. Il est quant à lui dans un état qualifié ce soir de très grave. Pour l'instant, très peu de précisions sur les circonstances de cet attentat. On compte à ce jour 27 étrangers assassinés en Algérie depuis septembre. 10 journalistes algériens ont également été tués en moins d'1 an. Et ce dernier chiffre qui témoigne d'une Algérie en plein chaos, 2000 morts en 2 ans. Résultat de la violence entre islamistes et forces de sécurité. On l'a dit, c'est le premier attentat visant directement des journalistes étrangers depuis le début de la guerre civile qui affecte l'Algérie. Inutile de dire que le climat est particulièrement lourd ce soir parmi les confrères qui tentent encore de faire leur travail là-bas. À Alger, pour France 2, Alain Dubas, Vandy Mouhen, Jean-Jacques Brouard et Jérôme Bonny. Oui, ici à Alger, quand nous avons appris la disparition de notre confrère, bien sûr, ça a été un choc. Nous l'avions vu quand nous étions à Blida avant-hier, dimanche, pour les funérailles d'un islamiste modéré. C'était donc dans un fief islamiste. Nous avions travaillé au coude à coude et nous avions l'impression qu'il était un petit peu plus possible de travailler aujourd'hui en Algérie que peut-être la nomination du général Zerwal, qui était considéré par des milieux islamistes comme un homme d'ouverture, avait un petit peu calmé le jeu. Et puis, le lendemain, il y a eu l'assassinat de cet homme politique du RCD. Et puis aujourd'hui, nous apprenons la disparition d'Olivier Kemener. En ce qui concerne son confrère Scott White, il est encore grièvement blessé. Et tout le monde est un petit peu sous le choc. Vous savez qu'il était dans le même hôtel que nous, ici, à l'El Djezaïr. C'est un hôtel qui est sous haute surveillance. Depuis le début de la conférence nationale, le service de sécurité avait été redoublé. À chaque étage, ici, il y a un policier. Alors, il a été tué ce matin dans la Casbah, qui est un endroit où il y a beaucoup d'islamistes. Mais alors, est-ce que c'est un acte qui a été improvisé, si j'ose dire, ou est-ce que ça a été préparé? Est-ce qu'il a été suivi à partir du moment où il a quitté l'hôtel ici? En fait, il est parti vers 9 h, juste après le petit déjeuner. On ne savait pas d'ailleurs pour quelle mission, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, des services de sécurité lui avaient proposé de le surveiller, de le protéger, et il aurait refusé. Dans tous les cas, effectivement, il travaillait dans un quartier qui est considéré comme un quartier chaud, qui est un quartier dangereux, mais enfin, il ne faisait que son travail, et la poignée de journalistes étrangers qui sont encore ici, d'abord voudrait lui rendre hommage, parce que c'est important aujourd'hui de témoigner encore, et malgré toutes les pressions, sur ce qui se passe en Algérie, et tous nous voudrions pouvoir continuer de travailler, mais ça évidemment c'est une grande question, parce qu'effectivement si cet attentat a été programmé, si les journalistes deviennent des cibles, ça va devenir de plus en plus difficile de faire tout simplement notre métier. En France, la grogne des pêcheurs s'étend. Le comité de survie de la pêche bretonne a en effet envoyé un message demandant aux bateaux de tous les ports de Boulogne-sur-Mer à Hendaye de ne pas sortir en mer et de se préparer à des manifestations d'ampleur nationale. La pêche industrielle a rejoint aujourd'hui le mouvement des marins-pêcheurs qui protestent contre la faiblesse persistante des cours du poisson. À Lorient, aujourd'hui, des affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre ont donné lieu à de violents incidents. Reportage Jacques Deveau. 15 h cet après-midi, 1 millier de pêcheurs venus des ports du Sud-Bretagne investissent des entrepôts frigorifiques du port de Lorient. Les premiers frigos sont visités et les poissons d'importation détruits. Les forces de l'ordre, très peu nombreuses, interviennent mais doivent rapidement battre en retraite devant la détermination des pêcheurs. Les affrontements très violents vont durer plus d'1 h 30. On dénombrera 2 blessés parmi les forces de l'ordre et plusieurs interpellations.
En tout, 2 entrepôts et le chargement d'un camion ont été vidés par les marins en colère. Ils vendent ça sous le nom de colin et c'est du merlan congelé venant d'origine, venant de Chine. Et c'est lamentable parce que nos marins français, ils pêchent du merlan, ils pêchent du colin et ils le vendent sous leur nom normal. C'est quand même lamentable. On est désolé d'avoir fait ça, mais on ne peut pas faire autrement. Le poisson origine Chine, on n'en veut pas. Ce matin, au Guilvinec, les derniers des 160 chalutiers du port rentraient. Sous la criée, on écoule les pêches et la vente sera stoppée vendredi. En Bretagne, plus aucun bateau ne travaille, mais les pêcheurs ne sont pas revenus à terre pour rien. Oui, il y aura des manifestations, c'est sûr. Bon, j'espère qu'on va pas trop casser. Faut espérer, parce que certains gars ils seront certainement excités, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Stopper les importations sauvages, aider les bateaux en baissant les charges, 2 grandes revendications que les pêcheurs veulent voir aboutir. Ils sont désormais tous à terre pour y parvenir. On connaissait les vrais faux passeports, voici maintenant les vrais fausses embauches. Après le séminaire gouvernemental de dimanche, était annoncé le recrutement par la NPE d'1 millier de jeunes diplômés afin de favoriser une meilleure prospection des offres d'emploi dans les entreprises. Le hic, c'est que l'on vient d'apprendre qu'aucune rémunération n'était prévue pour ces 1000 jeunes. Enquête Eve Mété. Un certain nombre de mesures nouvelles pour l'emploi et particulièrement pour l'emploi des jeunes sont prévues. C'était dimanche. À l'issue du séminaire gouvernemental, les journalistes reçoivent un dossier de presse avec le détail des mesures prises. Au chapitre emploi des jeunes, on peut lire qu'une action en liaison avec la NPE prendra la forme d'un réseau de 1000 jeunes diplômés recrutés pendant 6 mois à 1 an pour démarcher les entreprises. Le problème, c'est que le lendemain, les services de la NPE reçoivent une circulaire donnant à ces recrutements un éclairage particulier. Ces jeunes, précise Michel Bon, le directeur de la NPE, seraient utilisés sans rémunération autre que le remboursement de leurs frais. Il se passe que selon le projet gouvernemental, il va y avoir 1000 jeunes diplômés qui vont travailler dans nos services, mais à titre gratuit, pour recueillir des offres d'emploi. L'agence a absolument besoin de ces jeunes-là, mais à titre stable, comme des salariés de l'agence, pour bénéficier de l'ensemble de leurs compétences pour que le service soit amélioré. Coup d'œil sur un dictionnaire. Recruter veut dire engager des hommes pour former une troupe. C'est vrai, il n'est pas question de rémunération. Il n'empêche, le terme peut prêter à confusion. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Édouard Balladur. La bonne nouvelle, c'est quelques jours après le voyage officiel du Premier ministre à Riyad, la conclusion aujourd'hui de 3 contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, contrats évalués au total à quelques 9 milliards de francs et qui devraient procurer environ 9 millions d'heures de travail dans les arsenaux français dans les 6 prochaines années. La mauvaise nouvelle, c'est que la majorité ne semble guère transportée d'enthousiasme par les mesures de relance décidées dimanche par le gouvernement. Après l'UDF Charles Millon hier, c'est au tour aujourd'hui du numéro 3 du RPR, Jean-Louis Debré, d'affirmer que le gouvernement aurait pu mieux faire. Roland Sicard. Édouard Balladur avait pourtant l'air plutôt confiant. C'était dimanche, il allait tenir un séminaire gouvernemental, il allait annoncer des mesures. Le séminaire fut tenu, les mesures annoncées, mais voilà, au sein même de la majorité, des dents commencent à grincer, et d'abord au RPR. Nous soutenons le gouvernement et nous disons, vous pouvez compter sur nous, mais écoutez-nous. Écoutez-nous, nous voulons aller plus loin, nous voulons aller plus vite, nous voulons enfin qu'on prenne la mesure de la situation, du chômage, de l'exclusion, et il faut initier, comme nous l'avons demandé, une grande politique sociale. Le RPR qui veut que le gouvernement accélère, et il n'est pas le seul. Hier, c'est à l'UDF que l'on attaquait le plan Balladur. C'est un catalogue de mesures sympathiques, qui permettront de répondre à un certain nombre de problèmes à court terme, mais il est bien évident que ce ne sont pas les réformes de fond qui permettront à notre pays de faire face à la reprise. Conclusion, critique à l'UDF, critique au RPR, voilà de quoi agacer Édouard Balladur. D'autant que le Premier ministre l'avait dit, les réformes, il les mènerait à son pas. Problème, tout le monde n'est plus d'accord sur le rythme. Édouard Balladur était en Corse aujourd'hui à l'origine pour présenter aux élus de l'île l'avant-projet du nouveau statut fiscal de la Corse, avec notamment l'allègement de 60% de la taxe professionnelle. Mais le Premier ministre n'a pu s'empêcher d'évoquer l'agitation du microcosme à Paris. Reportage de nos envoyés spéciaux Véronique Saint-Olive, Yves Barbe. Le Premier ministre est tombé du ciel et les Corses ont tombé le masque. Maintien des avantages acquis et 60% de moins de taxes professionnelles. Voilà pour l'essentiel de la manne gouvernementale.
Tous au travail, tolérance et sérénité, voilà pour l'engagement corse. L'avenir, en somme, mano haine la mano. Mais les critiques contre tout ou partie de la politique des réformes du gouvernement avaient-elles aussi franchi la mer? Alors Édouard Balladur a répondu à ses adversaires en direct d'Ajaccio, là où, comme le dit Charles Pasqua, les valeurs sont explosives. Les sujets à traiter sont tellement difficiles que nul ne peut avoir la présomption d'être toujours assuré de faire tout ce qu'il faut. Mais je suis bien obligé de constater que jusqu'à présent, j'ai entendu beaucoup plus de formules générales ou vagues que de propositions précises. Néanmoins, je demeure ouvert à toutes les propositions. Au-delà des clivages politiques qui sont légitimes et nécessaires dans une démocratie, il est des circonstances dans lesquelles il me semble que la confiance et l'union doivent prendre le pas sur toute autre considération. Ainsi, Édouard Balladur prend date. Prêt, dit-il lui-même, à rendre des comptes sur son action à Matignon dès que le moment sera venu. Aujourd'hui, le Premier ministre recherche plus que jamais l'adhésion la plus large. Alors, face aux critiques, il s'en tient à une seule attitude, un pas vide. Autre réaction, celle du RPR Jacques Baumel, que je cite, les responsables politiques qui passent leur temps à tout critiquer, à opposer dans un petit jeu de société parisien Jacques et Édouard, feraient mieux de la boucler. Vous, Arlette Chabot, vous avez le droit de l'ouvrir. Écoutez, il faut dire que dans cette affaire, Édouard Balladur a dû s'habituer très vite dans les semaines qui ont suivi son arrivée à Matignon aux réserves exprimées par Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, Charles Mignon, le président du groupe à l'Assemblée. L'UDF ayant adopté une attitude de soutien critique ou lucide et appelant le gouvernement à faire preuve de davantage d'audace dans les réformes. Aujourd'hui, alors que le Premier ministre navigue toujours entre les obstacles, les incertitudes économiques, répète que les réformes doivent effectivement être acceptées et non imposées, l'affaire de la loi Fallou lui a rappelé cette nécessité. Eh bien, c'est au tour du RPR d'exprimer une déception à l'annonce de mesures économiques du gouvernement. Alors, au fond, au RPR, l'évolution s'est faite en deux temps. À l'automne, les amis de Jacques Chirac ont affirmé que les vraies réformes ne pourraient intervenir qu'après l'élection présidentielle. Et Jacques Chirac lui-même, au début de l'année, a invoqué la nécessité d'une autre politique pour l'emploi. Alors cette évolution est sans doute à rapprocher de la stratégie présidentielle du maire de Paris. Or, Jacques Chirac devrait affirmer ses différences en égrenant progressivement son programme pour 95. Alors il y aura sans doute beaucoup d'agacements réciproques dans les mois qui viennent. Merci Madame la directrice adjointe. Autre souci pour le gouvernement, la réforme du service national. Le député RPR Alain Marceau vient de remettre au Premier ministre un rapport sur ce dossier éminemment sensible. Rapport dans lequel il fait des propositions de nouvelles formules. Précision avec le lieutenant-colonel de réserve Laurent Boussier. Ils sont 280 000 chaque année à faire leur service national, 280 000 pour seulement 240 000 places dans les armées. C'est une première en France. La ressource humaine en appelée du contingent devient supérieure aux besoins de la défense. D'où l'idée de développer les formes civiles de service national. D'où les propositions du député Alain Marceau, chargé par le Premier ministre de ce dossier. Première proposition, réorganiser et augmenter en volume ce qui existe déjà. Pompiers, forestiers, environnement, coopération, police et objecteurs de conscience, 20 000 appelés effectuent aujourd'hui un service civil. Il en faudrait 10 000 de plus et il faudrait surtout en corriger les inégalités. Deuxième proposition, la création de nouvelles formes de service civil. Un service de formation de 10 mois destiné aux appelés illettrés ou ayant des difficultés à lire et à écrire. Inscrits dans des centres de formation professionnelle pour adultes, il pourrait être 3 à 4 000 à bénéficier chaque année de cette nouvelle chance de démarrer dans la vie. Enfin, il y aurait un service dit de cohésion nationale de 12 mois. Nous avons dans des secteurs difficiles, dans des secteurs de nos banlieues notamment, ainsi que dans des structures qui sont des structures au profit de certains exclus. Handicapés, personnes âgées, exclues par la santé, exclues par l'âge. Nous avons donc détecté un besoin en assistance. Des projets plutôt bien acceptés à gauche. Je suis effectivement d'accord pour que la possibilité soit laissée aux jeunes de faire leur service sous une forme civile. Je dois dire que même je l'ouvrirai assez facilement aux jeunes filles qui seraient volontaires. Par contre, je suis contre l'augmentation de la durée du service. Je pense qu'elle doit rester à 10 mois pour tout le monde. Et je mets en garde le gouvernement pour que ces nouvelles fonctions ne viennent pas remplacer des emplois existants ou à venir. Ces deux nouvelles formes de service civil pourraient accueillir jusqu'à 10 000 jeunes chaque année.
C'est demain qu'Omar Haddad sera fixé sur son sort. Aujourd'hui, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, l'avocat général a requis une peine de 17 à 20 ans de réclusion criminelle pour, je cite, un crime par excellence, crime de lâcheté, d'indifférence et d'horreur. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Hervé Pozzo. Donc l'arme, on ne la retrouve pas, l'argent, on ne retrouve pas. Pas de traces de l'arme, pas de traces de l'argent, deux constats que l'on retrouvera sûrement demain dans la plaidoirie de Maître Vergès. Car avant de convaincre les jurés, l'avocat plaide l'innocence de son client dans la salle des pas perdus. Quelques instants auparavant, l'avocat général avait requis entre 17 et 20 ans de réclusion criminelle. Pour Bernard Farret, 10 éléments convergents font une preuve. Ghislaine Marchal, dit-il, n'a pas pu se tromper de bonne foi. Le meurtrier a agi de face, elle l'a donc parfaitement identifié. Tout nous ramène à Omar, constate le magistrat. Ce n'est pas un crime de rôdeur, car il n'y a eu ni vol, ni fouille, ni effraction. Pour Maître Leclerc, nous ne sommes plus dans le mystère, le roman et la fiction, nous sommes dans la douleur et l'infinie souffrance. Omar m'a tué, c'est un ultime message à la famille et à vous, les juges. Il ne faut pas nier ce message, demande l'avocat. Maître Leclerc qui souligne qu'il n'a pas besoin des experts pour se forger une conviction absolue. Il n'y a aucune contestation possible, toute autre hypothèse est absurde. Mais plus fort encore que les mots des plaidoiries et du réquisitoire, il y a ceux de la victime. Le président Armand-Jean avait pris soin de laisser devant les 12 jurés les deux portes et leurs inscriptions. Comme si, au-delà de cet ultime message courageux de Madame Marchal, on voulait y voir aussi ses dernières volontés. Le préfet de Seine-Maritime a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un dispositif préventif de CRS qui seront déployés en permanence dans le quartier des Sapins, Rouen, théâtre, vous le savez, d'incidents plus ou moins violents depuis maintenant 3 nuits. Reportage Philippe Boisserie, Jean Cornu. Depuis 4 jours, les CRS campent au cœur de la cité. Le jour, on s'épie avec les jeunes avant de s'affronter la nuit. Aucun jeune ici n'admet qu'un de leurs copains, âgé de 18 ans, ait été abattu par un gendarme. Personne n'admet que la police ait investi la ville après une manifestation pacifique. Bon, au début, c'est pas ça, c'est qu'ils ont volé une voiture. Et puis les gendarmes les ont coursés, puis il s'est fait tirer dessus, quoi. Une balle dans le dos, puis elle a traversé le cœur, puis ça fait qu'il est mort, puis là, ils sont en train de défendre leur copain. Ils n'auraient pas dû tirer. Ouais. Normalement, ils n'auraient pas dû tirer sur les jeunes, ils n'ont pas le droit de tirer. Et maintenant, ce qui arrive, c'est qu'ils font la justice pour leurs copains. Moi, je dis que c'est bien, je suis avec eux. Si l'étincelle est violente, la colère, elle, couvait depuis longtemps. Le tableau est classique. Quartier défavorisé, 40% de chômage, une population très diverse et aux ambitions contradictoires. Certes, on a rénové, ça ne suffit pas. Ça n'exclut le lundi, mardi, c'est toujours dimanche, quoi. Ça ramène ce soir. Pourquoi pas de travail, rien. Les immeubles sont très beaux, d'accord, mais ce qui vit dedans, c'est ça le principal. C'est ça. C'est le cœur qu'il faut voir, c'est pas l'extérieur. Et depuis quelques jours, alors ça se passe comment chez vous? On a peur. On a peur pour nos enfants. On entend à des kilomètres. Alors. Non, c'est vrai qu'on a peur. Hein, on a peur pour nos enfants. Moi, j'ai une petite 5 ans qui croit que c'est la guerre en ce moment. Pour éviter que ce soit encore la guerre, ce soir, le maire est allé rencontrer le préfet. Ils ont annoncé la création d'une police municipale, d'une mairie annexe et de 150 emplois dans le quartier. Mais cette nuit, les forces de l'ordre resteront sur place pour rassurer, selon eux, des commerçants excédés. Cette nuit, tout pourrait recommencer. Un mois après l'affaire du lycée de Romans, c'est au tour du maire de Valence, dans le même département, de menacer de fermer un lycée de cette ville pour raison de sécurité si la région Rhône-Alpes ne s'engage pas sur un calendrier d'urgence de travaux pour mettre les locaux en conformité. Reportage Françoise Vallée, Olivier Jacquelin. Depuis près d'un siècle, collégiens et lycéens se partagent ces mêmes locaux au centre de Valence. C'est ce que l'on appelle une cité mixte, une cité en bien mauvais état. Selon le rapport de la commission communale de sécurité, les travaux urgents recommandés à l'issue des précédentes visites en 91 et 93 n'ont toujours pas été réalisés. Résultat, la commission émet aujourd'hui un avis défavorable à l'accueil des élèves. Le maire de la ville, quant à lui, menace de fermer l'établissement. L'urgence, c'est d'un côté de prendre un ensemble de mesures pour permettre aux élèves en cas d'incendie de sortir le plus rapidement possible. Il y a un certain nombre d'escaliers qu'il faut refaire et des mesures de ce type-là. La deuxième des urgences, c'est d'éviter que si un incendie existe quelque part, il se propage trop rapidement. Le maire donne 10 jours à la région pour établir un calendrier de réalisation des travaux. Au conseil régional, on parle de coûts médiatiques à l'aube des élections cantonales. Depuis 1992, la région étudie la restructuration totale du lycée.
le président du Conseil général de l'époque, M. Pes, n'a pas donné sa réponse sur la vocation et la destinée de ce collège. Et il a donc empêché la région de commencer cette restructuration. En attendant la fin des querelles politiques, les techniciens responsables de la sécurité se félicitent. Leurs recommandations vont enfin être appliquées. À Nice, après l'effondrement du supermarché Casino, les travaux de déblaiement se poursuivent au ralenti pour d'évidentes raisons de sécurité. Aujourd'hui, les préoccupations tournent autour de l'indemnisation des victimes. Reportage Valérie Hermite, Didier Beaumont. Lui, comme des dizaines d'autres, en est miraculeusement sorti vivant. La dalle centrale était en biais vers le bas. J'avais juste 30 cm pour passer. On va vous régler déjà tout ça. Oui. D'accord. Oui. Et je vais vous verser 3000 francs de provision pour vos lunettes. Depuis vendredi, une cellule de crise a été installée à l'UAP, l'assureur de Casino. Et plus de 80 dossiers ont déjà été ouverts. Votre jambe, qu'est-ce qu'elle a exactement? Par téléphone ou sur présentation pour les personnes les moins touchées. Tous repartiront avec un chèque de provision en attendant les évaluations définitives. L'UAP prend en charge, c'est-à-dire paie pour le compte de qui il appartiendra, et comme nous l'avons dit dans notre communiqué de départ, sans tenir compte des enquêtes en cours. Et puis, en fonction des expertises, nous verrons comment cela sera réparti éventuellement. Mais outre les victimes directes, près d'une centaine de personnes ont été imprévisiblement touchées. Tous les immeubles aux alentours ont dû être évacués et les habitants relogés dans des hôtels. Je vis, je sais pas, d'une drôle de façon. Très drôle de façon. Je ne me plais pas ici. Comme eux, une dizaine de professions libérales est à la rue. Des médecins travaillaient dans ces immeubles, ils sont aujourd'hui au chômage technique, eux aussi seront indemnisés. Sur le chantier, la dalle est toujours très instable. Si la situation perdure, ces médecins seront réinstallés ailleurs, mais les experts ne pourront se prononcer que dans 48 heures. 40 ans, jour pour jour, après le 1er février 1954, l'abbé Pierre a lancé aujourd'hui un nouvel appel en faveur des sans-abri. C'était au micro de RTL, qui à l'époque s'appelait Radio Luxembourg. Reportage Marc Maisonneuve. La communauté Emmaüs du quai de la Gare à Paris. Le cri de l'abbé Pierre diffusé à 13h à la radio. Ils sont tous membres de la communauté, ils ont entendu l'appel de 54 et 40 ans plus tard, ils écoutent émus. Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. En Europe, le savez-vous, 40 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissés à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser? Car 5 millions de Français n'ont pas un logement décent, selon l'abbé Pierre. Cela fait 40 ans que l'état d'urgence dure, que le provisoire demeure. Il fait froid et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris, nous les voyons toutes les nuits, sont étendus dans la neige sur le trottoir. 40 ans ont passé et la misère est restée. L'abbé Pierre crie toujours avec ce qu'il lui reste de voix. Parfois, on l'assiège pour se donner bonne conscience. Ce petit homme malade a décidé d'utiliser ses dernières forces pour que sa voix porte encore, pour qu'elle perce enfin le mur épais de l'indifférence. Et ce soir, François Mitterrand a rendu officiellement hommage au courage et à la persévérance de l'abbé Pierre. Ce n'est pas franchement le point de vue du numéro 2 du Front National. Pour Bruno Maigret, je cite, « La haine, l'anathème et la vanité médiatique dont fait preuve l'abbé Pierre à tout instant ne sont pas compatibles avec les vertus évangéliques qu'il devrait prêcher par l'exemple. » En ce jour anniversaire, je vous signale la parution chez Bayard Édition du Testament de l'abbé Pierre, 85 francs dans toutes les bonnes librairies.
Pour toutes celles et ceux qui touchent de près ou de loin au disque ou à la musique, toutes ces personnes sont actuellement réunies à Cannes pour le MIDEM, autrement dit le marché international du disque et de l'édition musicale. Les professionnels espéraient bien que Jacques Toubon, le ministre de la Culture, annoncerait une baisse de la TVA de 18,6 à 5,5%, comme pour le livre ou encore le cinéma, mais apparemment son collègue du budget, Nicolas Sarkozy, fait la sourde oreille. Cela dit, la musique, c'est un peu comme le cinéma, ce sont les grosses compagnies qui font la loi, mais chaque pays tente de défendre son identité. Et comme au cinéma, il y a des esquimaux. Reportage Éric Perrin, Patrick Voix. C'est signé. On vend, on achète, on fait des affaires. Le MIDEM, c'est plus de 2700 sociétés de 68 pays qui viennent décider des tendances musicales de l'année à venir. Il y a les poids lourds du showbiz et les petits, comme Karsten, première participation. Il vient du Groenland, marché national 50 000 personnes, moins que la ville de Cannes. Son but, exporter, se faire connaître. Je représente une compagnie groenlandaise de musique en inuit, en langue esquimau. Je viens pour vendre notre production, de la musique traditionnelle, folklorique, mais aussi du heavy metal et du rap. Liz McComb, une voix au service du gospel. Inconnue aux États-Unis, elle explose en France. Histoire exemplaire d'une véritable artiste que les grandes maisons de disques ont toujours refusée. C'est parce qu'un producteur indépendant a un jour cru en elle qu'elle peut aujourd'hui rencontrer le public. Si vous n'êtes qu'une marionnette entre les mains d'une compagnie qui veut seulement faire des affaires, les gens s'en rendent compte. C'est comme les enfants, ils savent si vous êtes vrai ou non. Dans un contexte économique difficile, le marché musical dans le monde se porte plutôt bien. Pourtant, les ventes dopées depuis 10 ans par le disque laser s'essoufflent. Si les grandes stars vendent de plus en plus, il y a un problème pour les jeunes talents, surtout en France, où il ne reste plus que 250 disquaires indépendants. C'est vrai que le disque actuellement est de plus en plus distribué par le biais des grandes surfaces, par le biais des hypermarchés, et qu'il propose, disons, les 50 artistes du top 50, si vous voulez, ceux qui ont été médiatisés et ceux dont ils sont sûrs qu'ils vont en vendre un très grand nombre. Musique, cinéma, même débat, nécessité de protéger son marché sans faire de protectionnisme culturel. À propos, si vous voulez prouver votre ouverture d'esprit, partez à la découverte de la musique esquimau, car notre ami du Groenland a finalement trouvé des distributeurs en France. Inuit, non. Afin de vous aider à faire de beaux rêves, je vous propose un petit détour par le Salon international de la lingerie, porte de Versailles à Paris. Inutile de vous bousculer, ce salon est clos depuis ce soir et de toute façon, il était fermé aux voyeurs, au public. Dommage car, comme vous allez le constater avec ce reportage de Marie-Josée Le Picard et de Didier Dahan, il y en avait pour tous les goûts. Et souk, et tire, expire qu'on puisse serrer encore, expire, il n'y a pas de quoi en mourir, tout juste de quoi s'en évanouir. Ni mai 68, ni les féministes, ni le bodybuilding ne sont venus à bout de la centenaire corsetière Cadol qui, aujourd'hui, de plus belle, vend ses artifices en prêt-à-porter ou sur mesure à des prix de haute couture. C'est ça la mode. Chez Le Jabi, chez Lou, chez Warner, après 25 ans de liberté, on retourne aux joies de ce que l'on appelle pudiquement du maintien. Plus souple qu'au temps jadis grâce aux nouvelles fibres comme le lycra et qui fait gagner une taille de jean ou de jupe. On ne vous parle plus que d'effacer les reliefs et le soutien-gorge à bonnet moulé promet de faire un malheur. Cette année, autre nouveauté, le salon de la lingerie n'est plus seulement au féminin. Les hommes défilent avec les collections des jeunes créateurs. Chez Bain Plus, une très élégante robe de chambre suffit à consoler d'un souper assez frugal. Vous voyez la finesse des collants à denier? Opaque, c'était solide et donc économique. Retour aux effets translucides qui vont réconforter les industriels. Au lieu de vendre, par exemple, 10 collants, nous en vendions qu'un. Alors il avait beau être un peu plus cher. Au niveau du chiffre d'affaires, ça faisait quand même des fortes réductions. Les Françaises ne sont pas de grosses consommatrices de collants. Alors plus fin, c'est forcément plus fragile. En matière de collants, le tout est de craquer.
20h50, Bas les masques consacré ce soir aux enfants prodiges. C'est bizarre, Mireille Dumas a oublié de m'inviter. Vers minuit, le tout dernier journal, en compagnie de Catherine Sellac. Demain, à 7h50, invité de Gérard Leclerc pour les 4 vérités, Jean-François Poncet, sénateur UDF. Bon anniversaire précisément à l'Union pour la démocratie française, 16 ans aujourd'hui, et à Stéphanie de Monaco, 29 printemps. Dans un instant, la météo, en compagnie de Sophie Davant. Excellente soirée, à demain 20h, merci.